Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Libre. Dans le dossier local, l'ONU débat de l'avenir de la FINUL, sa force de maintien de la paix déployée depuis plus d'un demi-siècle au Liban Sud. La France plaide pour une prolongation d'1 an avant un retrait progressif, mais Israël et les États-Unis s'y opposent, compliquant les discussions à New York. Alors que le président de la République, Joseph Aoun, affirme au commandant de la FINUL, le général Diodato Abaniara, l'attachement du Liban au maintien des forces internationales dans le Sud aussi longtemps que nécessaire pour l'application de la résolution 1701 dans toutes ses dispositions, ainsi que pour le déploiement complet de l'armée libanaise jusqu'aux frontières internationales à New York, le Conseil de sécurité s'interroge sur l'avenir de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Déployée depuis 1978, elle compte aujourd'hui près de 10 000 casques bleus stationnés le long de la frontière libano-israélienne. La France a soumis un projet de résolution visant à prolonger d'1 an leur mandat jusqu'en août 2026. Mais le texte évoque aussi à terme un retrait progressif, laissant au gouvernement libanais la responsabilité exclusive de la sécurité dans le Sud. Cette question reste sensible. Entre septembre et novembre 2024, la région a été le théâtre d'une guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. L'accord de cessez-le-feu prévoit un double retrait, celui du Hezbollah et celui des forces israéliennes. Mais sur le terrain, Israël maintient des positions jugées stratégiques et mène toujours des frappes ponctuelles. Washington, qui dispose d'un droit de veto, n'a pas encore clarifié sa position. Selon plusieurs médias, Israël et les États-Unis s'opposeraient au renouvellement du mandat. En effet, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gédéon Sa'ar, a demandé à son homologue américain Marco Rubio de mettre fin à la mission de la FINUL au Liban, estimant qu'elle a échoué à empêcher le Hezbollah de s'implanter au sud du Litani. Pour les populations locales, le maintien des casques bleus reste une question de stabilité et de protection dans une région encore marquée par les cicatrices du conflit. Le Conseil de sécurité doit se prononcer le 25 août. D'ici là, les tractations diplomatiques se poursuivent sur fond de tensions persistantes entre Israël, le Hezbollah et leurs alliés. Israël doit répondre cette semaine à une nouvelle proposition de trêve à Gaza, acceptée par le Hamas et portée par les médiateurs égyptiens, qataris et américains. Après plus de 22 mois de guerre, l'accord prévoit un cessez-le-feu de 60 jours et la libération progressive des otages, mais la position du gouvernement israélien reste inflexible, tandis que les combats s'intensifient dans la bande de Gaza. À Gaza, les bombardements ne cessent pas. Dans le quartier de Zaytoun, comme à El Sabra, les habitants décrivent un déluge de feu. Les blindés israéliens encerclent la zone avec un objectif clair, en finir avec le Hamas et libérer les otages. Selon la défense civile de Gaza, au moins 16 personnes ont été tuées ces dernières heures. L'ONU, elle, alerte sur une famine imminente qui menace les 2 millions d'habitants de l'enclave. Et pourtant, un nouvel espoir est né. Le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de trêve présentée par les médiateurs, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. La balle est désormais dans le camp israélien, affirme le chef des renseignements égyptiens. Mais du côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou campe sur ses positions. Pas d'accord sur la libération immédiate de tous les otages et selon les conditions fixées par Israël. Sa réponse est attendue avant la fin de la semaine. Les familles des captifs réclament un compromis, mais les ministres d'extrême droite préviennent. Céder au Hamas serait, selon eux, une tragédie nationale. 2 trêves passées avaient permis des échanges de prisonniers. Mais après 22 mois d'une guerre qui a déjà causé la mort de dizaines de milliers de personnes, la question demeure. Israël acceptera-t-il ce nouveau plan ou choisira-t-il de poursuivre son offensive jusqu'au bout? Un vote qui pourrait décider du cours de la guerre est attendu dans les prochains jours. Donald Trump prépare une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine après avoir réuni à Washington les principaux dirigeants européens.
L'objectif, poser l'une des bases des accords de paix alors que Kiev espère obtenir des garanties de sécurité d'ici une dizaine de jours. À Washington, un tournant diplomatique pourrait s'esquisser. Donald Trump a annoncé le lancement des préparatifs d'un sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, une première depuis le début de la guerre en Ukraine il y a plus de 3 ans et demi. Le président ukrainien s'est affiché en toute cordialité avec son homologue américain. Bien loin des tensions de février dernier, Zelensky a multiplié les marques de respect, se disant reconnaissant des efforts américains pour arrêter la guerre et la tuerie. Kiev attend désormais des garanties de sécurité. Zelensky a souligné que ces garanties seront décidées par nos partenaires et officialisées d'ici une semaine à 10 jours. Selon le chancelier allemand Friedrich Merz, Vladimir Poutine a donné son accord de principe à une rencontre bilatérale avec Zelensky avant une réunion trilatérale incluant Donald Trump. Autour de la table, une solidarité européenne inédite. Paris et Berlin soutiennent Kiev, tandis que Londres et Rome affichent leur unité. Emmanuel Macron a prévenu, en cas d'échec des négociations, les sanctions contre Moscou devront être renforcées. Sur le terrain, la guerre continue. Moscou exige toujours des concessions territoriales, une ligne rouge pour Kiev et ses alliés. Donald Trump, lui, confiant, a lâché à Emmanuel Macron une phrase révélatrice « Je pense que Poutine veut conclure un accord pour moi », a-t-il dit. Le sommet Poutine-Zelensky pourrait se tenir dans les 2 semaines à venir. Une rencontre décisive, peut-être la plus attendue du conflit, alors que le spectre d'un accord de paix commence à prendre forme. En parallèle à Paris, la France et le Royaume-Uni réunissent la coalition des volontaires en visioconférence pour discuter des garanties de sécurité en Ukraine au lendemain du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, qui appelle à la prudence, insiste sur la nécessité d'une réponse collective européenne alors que Pékin soutient officiellement le dialogue. Après leur rencontre en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine ont relancé l'hypothèse d'un accord de paix en Ukraine. Désormais, Européens et Américains planchent sur les garanties de sécurité pour Kiev. La France et le Royaume-Uni ont réuni en visioconférence la coalition des volontaires, une trentaine de pays engagés à soutenir l'Ukraine. Emmanuel Macron a confirmé que le travail concret débute avec Washington et les partenaires européens. Nous devons clarifier qui est prêt à faire quoi pour assurer la sécurité de l'Ukraine, explique le président français. Londres a confirmé que le Premier ministre Keir Starmer co-préside ces discussions avec le chef de l'État français. Volodymyr Zelensky, lui, se dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine en Europe, probablement à Genève. Mais il avertit, les éventuelles concessions territoriales resteront un sujet strictement bilatéral. Nous voulons d'abord une rencontre bilatérale avec Poutine, ensuite une trilatérale avec Donald Trump, a déclaré le président ukrainien. À Berlin, le chancelier allemand Friedrich Merz rejette toute idée d'abandon des territoires ukrainiens. Demander à Kiev de renoncer au Donbass, dit-il, c'est comme demander aux États-Unis de renoncer à la Floride. Mais Moscou refuse catégoriquement des garanties de sécurité liées à l'OTAN, une ligne rouge que Donald Trump assure pouvoir contourner. Emmanuel Macron, plus sceptique, décrit Vladimir Poutine comme un prédateur et met en garde contre toute naïveté dans les négociations. La Chine, de son côté, appelle à soutenir tous les efforts de paix, misant sur le dialogue comme seule voie possible. Alors que la guerre la plus sanglante en Europe depuis 1945 se poursuit avec son cortège de bombardements et de victimes civiles, la communauté internationale tente de préparer le terrain pour une rencontre historique entre Vladimir Poutine et Zelensky dans les 2 semaines à venir. Reste à savoir si cette initiative ouvrira la voie à un véritable accord de paix ou elle restera un nouvel épisode diplomatique sans lendemain. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, l'ONU dénonce l'apathie internationale face au nombre record de 383 travailleurs humanitaires tués en 2024, principalement à Gaza et au Soudan, appelant à mettre fin à l'impunité et à mieux protéger ceux qui portent secours dans les zones de guerre. Au total, 383 humanitaires ont perdu la vie, dont près de la moitié à Gaza, en raison de l'un des conflits les plus incessants.
60 autres sont morts au Soudan, une hausse de 31% par rapport à l'année précédente. Selon l'ONU, la majorité de ces victimes étaient des employés locaux, tués parfois sur leur lieu de mission, parfois dans leur propre foyer. En parallèle, l'Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 800 attaques contre des services de soins dans 16 territoires, faisant plus de 1100 morts parmi les médecins, les infirmiers et les patients. Des centaines d'autres humanitaires ont été blessés, kidnappés ou détenus. Un climat d'impunité que l'ONU juge insupportable. Chaque 19 août, la communauté internationale rend hommage aux humanitaires tués depuis l'attentat de Bagdad en 2003. 22 employés de l'ONU avaient péri ce jour-là. Pour l'ONU, un message simple: protéger les civils et ceux qui leur viennent en aide est une obligation, pas une option. Et enfin, destination la Suède, à Kiruna, dans le nord de la Suède justement, la célèbre église en bois rouge de 1912 a entamé son incroyable voyage sur roulette. Déplacée de 5 km pour laisser place à l'expansion d'une mine de fer, elle devient le symbole spectaculaire du déménagement de toute une ville. C'est un moment historique en Suède. À Kiruna, l'église centenaire, joyau architectural de 672 tonnes, s'est mise en marche ce matin sur roulette. Avant le départ, une bénédiction, celle de l'évêque Hassan Nyström et de la curée Lena Tjernberg, une façon de marquer la dimension spirituelle de ce transfert hors norme. Chargée sur un convoi spécial de poutres et de remorques, l'église progresse à pas de tortue, à peine 1 km par heure. La télévision nationale retransmet l'événement en direct, suivi par des milliers de spectateurs sur place et des millions devant leurs écrans. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus. Même le roi Karl XVI, Gustave, est venu assister à cette opération hors du commun, financée par l'industriel minier LKAB. Pour ce déménagement, 1 an de travaux préparatoires. Les routes ont été élargies, le sol nivelé. L'ensemble du convoi pèsera 1200 tonnes quand le clocher séparé sera lui déplacé la semaine prochaine. Construite en 1912 par l'architecte Gustaf Wickman, l'église est considérée comme l'un des plus beaux monuments de Suède. Son intérieur mêle influence romantique et art nouveau avec un rétabli signé du prince Eugène de Suède. Tout Kiruna est en train de déménager. La mine de fer, exploitée à près de 1300 mètres de profondeur, fragilise le sol. La ville entière doit être relocalisée d'ici 2035. Après 20 ans de préparation, le transfert de l'église est le symbole fort de ce chantier titanesque. Préserver la mémoire et la culture tout en laissant place à l'avenir. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.